Bonjour à tous, c'est Loïc sur Xtara et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle émission. Alors, aujourd'hui on va se retrouver avec trois nouvelles chroniques. On va commencer avec Axel, qui va nous parler de quoi? Aujourd'hui je vais vous parler de Nirvana. Ensuite on va continuer avec Calypso. Oui, moi je vais vous parler du premier bac blanc qui s'est passé au lycée Saint-Exupéry. Et on va terminer cette émission avec Steve. Je vais parler donc de Hero Warriors avec Paul qui me posera quelques questions. Et on va donc tout de suite commencer l'émission avec Axel sur Nirvana. Alors comme vous le savez, chers auditeurs, j'aime le rock et c'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler du groupe Nirvana. Ce groupe de rock alternatif a été formé en 1987 à Aberdeen dans l'état de Washington par Kurt Cobain, guitariste et chanteur, et Chris Novoselic, bassiste. Il aura fallu attendre plusieurs batteurs et une sortie d'album avant que le groupe se stabilise avec l'arrivée de Dave Grohl, batteur en 1990. Nirvana, ce n'est pas seulement un groupe de rock, c'est aussi un des symboles du mouvement grunge, autant par le style vestimentaire de Kurt que par la musique de son groupe. Le style musical grunge est décrit comme un hybride entre le punk rock et le heavy metal, et je vous laisserai juger par vous-même à la fin de cette chronique avec la pause musicale que j'ai choisie. Nirvana donne son premier concert le 19 mars 1988 au Community World Theatre de Tacoma. Le groupe sort son premier single Love Buzz peu de temps après, en novembre 1988. Nirvana commence à enregistrer leur premier album studio Bleach le jour du réveillon de la même année. Il sortira le 15 juin 1989. On y retrouve About a Girl, ou encore Floyd the Barber. Cependant, ce premier album est un échec au niveau vente et n'obtient aucune place dans des classements. Vient ensuite la première tournée de Nirvana. Du 22 juin au 18 juillet 1989, le groupe enchaîne 19 dates de San Francisco à New York. Comme pour leur premier album, le public n'est quasiment pas présent. Nirvana enchaîne sur une tournée européenne en débutant par Newcastle le 23 octobre 1989. C'est à partir de ce moment-là que le groupe trouve un public enthousiaste lors de leurs concerts. Les salles se remplissent au fur et à mesure de leurs 36 dates programmées. Dans un van, le groupe fait le tour de l'Europe. Et petite anecdote, lors d'un concert à Rome, Kurt Cobain, après avoir fracassé ses instruments, monte sur des rampes d'éclairage et menace de sauter dans le vide. Il trouve inadmissible que les deux dirigeants du label de son premier album, à savoir Sub Pop, profitent du spectacle à leur aise alors que le groupe enchaîne les dates dans des conditions déplorables. Nirvana commence à se forger une réputation de l'autre côté de l'Atlantique et les ventes de Bleach, leur premier album, montent enfin. Le début des années 1990 marque le commencement de l'enregistrement de leur deuxième album. C'est aussi à ce moment-là que le groupe se sépare de Chad Channing, leur batteur, et prend Dave Grohl sous ses ailes. C'est un réel bond en avant que fait le groupe suite à l'arrivée de ce nouveau batteur. Chris Novoselic, qui est, je le rappelle, le bassiste, dira même plus tard, ouvrir les guillemets, dès que Dave nous a rejoints, tout s'est mis en place, Nirvana avait trouvé son chaînon manquant. Fermez les guillemets. En ce qui concerne le deuxième album du groupe, Kurt Cobain écrit des chansons plus mélodiques. Le single du nom Slaver, sorti en septembre 1990, offre un avant-goût au public. Nevermind sort le 24 septembre 1991. Le deuxième album du groupe connaît un succès universel inattendu. On peut y retrouver Smell Like Teen Spirit, Come As You Are, ou encore Lithium. Nevermind devient disque d'or en octobre 1991, puis même disque de platine. Une réelle désolation pour le groupe de Cobain, ce dernier dira même, ouvrir les guillemets, « Je ne pense pas que ce soit génial de passer 20 fois par jour sur MTV, à part pour les ventes de l'album. Du strict point de vue de l'image du groupe, c'est catastrophique. On passe vraiment pour un produit de consommation courante. » Fermez les guillemets. La déclaration de Kurt Cobain rejoint la philosophie caractéristique du mouvement grunge. Le grunge exprime un refus du consumérisme de prendre sa place dans la société actuelle, de devenir adulte, de s'assumer des règles, de la morale. Toutefois, le groupe se lance dans une tournée américaine de 33 dates, du 20 septembre au 31 octobre de Toronto à Seattle. S'ensuit une tournée européenne à partir du 4 novembre jusqu'au 7 décembre de Bristol à Rennes. C'est à partir de cette tournée que le groupe se rend réellement compte de sa popularité avec des salles bondées et les chaînes de télévision les filmant à chacun de leurs concerts, mais aussi à travers les radios passant en boucle Smell Like Teen Spirit. Cependant, des rumeurs apparaissent et disent que le trio pourrait bien se séparer. En cause, la consommation excessive de drogue du chanteur, qui lui engendre des problèmes de santé assez graves. Le groupe accepte toutefois de se produire sur la scène du festival de Reading le 30 août 1992. Le chanteur et sa femme se retrouvent souvent dans les journaux pour leur consommation excessive de drogue, ce qui n'empêche pas Kurt de commencer à écrire les chansons pour leur troisième album studio en 1993. Pour cet album, le groupe met toutes les chances de son côté en changeant plusieurs fois de producteur.
Le groupe affirmera par la suite qu'il souhaite faire le genre de disque qu'ils aiment produire. Du nom de In Utero, l'album est publié le 13 septembre 1993 au Royaume-Uni et une semaine plus tard aux États-Unis. Il connaît immédiatement un grand succès des deux côtés de l'Atlantique. S'ensuit une tournée du groupe de 45 dates à travers les États-Unis. Tandis que les ventes d'albums et des places de concert commencent à se calmer, Nirvana joue pour l'émission MTV Unplugged avec des instruments acoustiques. Grâce à ce passage dans cette émission, les ventes du dernier album remontent et ce dernier devient disque de platine aux États-Unis. In Utero est aussi nommé pour le Grammy Award du meilleur album de rock alternatif en 1994. Le groupe pense faire un 4e album, mais les essais studio n'aboutissent pas réellement. Il se donne en concert un peu partout en Europe, mais en annule aussi beaucoup. 2 dates en Allemagne sont annulées car le chanteur est atteint d'une bronchite et laryngite. En période de repos, il tente de se suicider le 4 mars 1994. Il est directement rapatrié aux États-Unis où il est admis pour une cure de désintoxication à Los Angeles. Il s'en enfuit et part pour Seattle, où il sera retrouvé peu de temps après, le 5 avril 1994, mort dans une pièce au-dessus de son garage. MTV Unplugged in New York, sorti en novembre 1994, est l'album qui rend hommage à Kurt Cobain. Cet album devient même l'album posthume le plus vendu au monde. Les 2 autres membres du groupe, attristés par cette nouvelle, se tournent vers d'autres horizons. Chris Novoselic se consacre désormais à la politique, tandis que Dave Grohl forme un autre groupe que vous devez sûrement connaître, chers auditeurs, les Foo Fighters. Entre riffs de guitare dissonants, refrains énergiques et sons de basse profonds, le groupe Nirvana aura fait parler de lui. Je considère que c'est l'un des meilleurs groupes de rock que je n'ai jamais connu, autant pour leurs chansons que pour leur philosophie. Parti de rien dans un van, Nirvana a marqué les esprits du monde entier. Si vous voulez trouver plus d'infos quant au groupe Nirvana, je vous propose d'aller prendre connaissance des nombreux documentaires sortis qui traitent du sujet. Et à présent, pour clôturer cette chronique, je vous propose d'écouter Smell Like Teen Spirit.
Eh bien, c'était Smells Like Teen Spirit de Nirvana. On va tout de suite continuer cette émission avec Calypso. Et oui, moi je vais vous parler du bac blanc. Alors, le lycée, ces 3 merveilleuses années sont forcément inoubliables. Entre les sorties avec les copines, les soirées et surtout la découverte d'un nouveau monde, on ne sait rapidement plus où donner de la tête. Mais ne vous en faites pas, j'ai un remède relativement efficace pour se retrouver de nouveau les pieds sur terre, j'ai nommé les cours. Et quoi de mieux pour bien continuer l'année que de parler de quelque chose que tout le monde redoute, j'ai nommé les bacs blancs de français. Qui n'a jamais redouté de se retrouver 4 heures devant une copie sans n'avoir aucune idée de quoi faire ? Personne, on est tous d'accord. Et oui, pour se découvrant ce nouveau terme, le bac blanc c'est tout d'abord une épreuve sur 4 heures, regroupant un corpus, l'analyse et la synthèse de 3 ou 4 textes, et un exercice d'écriture comportant une dissertation, une invention ou un commentaire composé au choix. Cette semaine et la semaine dernière, toutes les classes de première du lycée Saint-Exupéry se sont frottées pour la première fois à cette épreuve. Autant vous dire que sans les super explications de mon professeur, je ne m'en serais pas du tout sortie indemne. Voici donc quelques conseils pour bien réussir son premier ou son prochain bac blanc de français. Tout d'abord, que réviser ? J'aimerais vous dire tout évidemment, mais c'est un peu vaste comme réponse et je n'aiderai pas forcément. Non, révisez principalement ce que vous avez fait depuis le début de l'année. Si votre professeur n'est pas sadique, il vous mettra forcément des textes en rapport avec les séquences précédentes. Dans le cas contraire, eh bien, révisez quand même et priez pour que ce ne soit pas trop dur à endurer. Revoyez aussi les notions comme les registres, les figures de style, les valeurs des temps et ce qu'on appelle dans notre classe la grammaire pour les nuls. Et oui, maintenant nous avons des AP grammaire pour les nuls. C'est ce qu'on appelle en termes plus littéraires le petit livre, vous savez là, le Becherel ou les livres de grammaire. Revoyez aussi ce qu'on appelle la blacklist. Ce sont toutes les choses qu'il ne faut absolument pas mettre ou oublier dans une copie. Dans le cas où vous ne possédez pas cette fameuse liste miracle, demandez-la à votre professeur. Une fois que vous avez posé les fondations de votre planning de révision, il ne reste plus qu'à savoir quoi faire et quand. La semaine avant la mise à mort, posez toutes les questions possibles et réfléchissez à ce que vous ne savez pas faire. Votre professeur de français n'est pas un ennemi, mais un précieux allié qui vous aidera à réussir. Si jamais quelque chose n'est pas clair lors de vos révisions, demandez de l'aide encore une fois à votre prof. N'hésitez pas à faire des fiches de synthèse de vos séquences. Je sais de quoi je parle. Quand vous vous retrouvez avec 60 pages à réviser pendant une semaine, c'est tout de suite plus facile d'avoir une dizaine de fiches synthèse que d'en réviser 60. C'est tout de suite plus court. La veille, préparez les dernières demandes de condamnés et suppliez votre professeur de réexpliquer pour la 1000e fois ce que vous devrez faire pendant cette épreuve. Le soir, stop, on ne révise pas. On relit éventuellement juste avant de se coucher, mais c'est tout. On se détend, on lit ou on regarde un film, on mange des chocobons, on poque un Nutella et on ouvre un paquet d'oursons à la guimauve. Cette étape est très importante. Mieux vaut se détendre et bien dormir que de faire une nuit blanche en stressant. C'est essentiel. Vient ensuite le jour J, le jour de la mise à mort. Mais vous n'avez pas peur, vous vous êtes préparé depuis longtemps et savez ce qui vous attend. Vous êtes confiant et sûr de vous. Surtout, un dernier conseil, n'hésitez pas, pendant l'épreuve, d'emmener quelque chose de sucré que vous adorez. Je vous jure qu'au bout de 3 heures, on en a marre, on a envie de tout balancer en l'air et de s'en aller. Rentrez dans une salle de bac blanc en pleine épreuve et vous verrez littéralement de la fumée sortir du cerveau des élèves. Quand on est au bout du rouleau, manger, c'est comme se recevoir un énorme seau d'eau dans la tête. Ça refroidit, ça remet les idées en place et surtout ça réveille. Alors, je n'ai plus qu'une seule chose à dire. À vos crayons, prêts, partez. Je sais aussi que nous sommes en compagnie de Steve qui a passé son premier bac blanc hier, c'est ça ? Non, c'était le mercredi justement. Oui, bah c'est quelque chose d'assez stressant, franchement. Enfin, j'étais pas trop stressé la veille, mais quand vous êtes devant vos textes et vous devez rédiger un corpus, vous avez qu'une envie, c'est trouver les procédés qui vont vous prendre 3 heures à trouver en fait. C'est littéralement très 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 chiant, mais ce qu'il faut, c'est surtout pas abandonner, chose que j'ai fait. Mais bon, continuez à bien analyser les textes. Si vous savez tout, surtout sur la français, vous devrez
facilement trouver les procédés, prendre son temps aussi. Vous avez 4 heures, si vous êtes assez débrouillard, vous pouvez terminer en 3 heures, 3 heures et demie. Donc voilà. Et en ce qui concerne le reste du bac de français, je vous dis bonne chance. Bon, bah moi aussi j'ai passé mon bac de français. Moi je suis en terminale, je suis pas en première. Donc du coup j'ai passé l'année dernière mon bac de français. Donc je peux vous dire que si eux ils ont eu plusieurs bacs blancs, hein, c'est parce qu'ils ont une prof géniale que j'avais eu C'est l'année notre dernière. premier, mais on en a prévu d'autres normalement. Et donc qui justement gère des bacs blancs, on va dire. Des faux bacs blancs, mais dans le sens où des entraînements, mais qui durent vraiment 4 heures. Ouais, en gros, elle Et nous a donc, dit que c'était des contrôles de 4 heures qu'elle appelait bac blanc, parce que c'est comme ça qu'on les appelait, mais qu'en fait, c'était plutôt un gros contrôle sur une fin de séquence. Donc voilà, en gros, c'est un bac blanc sur la séquence que vous venez de faire. Et donc c'est comme ça qu'elle faisait. J'avais cette prof l'année dernière, d'ailleurs, Madame Amédée, si vous écoutez, ben merci à vous. Hein. Grâce à vous, j'ai eu que 2 points de retard. Donc pour dire aussi, moi j'ai passé donc mon bac de français et c'est vrai que c'est bien de s'entraîner parce qu'elle a raison. Il y a vraiment de la fumée qui sort de la tête des élèves. De toute façon, plus on en fait, mieux c'est. Et oui, c'est vrai que une salle de bac blanc, au bout de 3 heures, faut vraiment pas rentrer dedans parce que déjà on se fait balancer des crayons par les élèves. On a l'impression de se retrouver dans un fumoir en fait. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc merci Steve et Loïc de nous avoir fait partager vos points de vue. Maintenant, je vais vous annoncer la pause musicale. C'est Téléphone, ça c'est vraiment toi. Quelque chose en toi
C'était Ça c'est vraiment toi de Téléphone. Et on va tout de suite continuer avec Steve. Et Paul par la même occasion qui va intervenir dans la chronique. Voilà. Je te laisse parler Steve. Alors je vais vous parler de Zelda Hyrule Warriors. Alors ce Zelda est sorti le 14 août 2014 sur Wii U, exclusivement sur Wii U. C'est un spin-off, donc ça veut dire en fait que c'est pas vraiment un Zelda officiel. En fait, ça a le même titre que Super Smash Bros Melee par exemple. Autrement dit que c'est un jeu en fait qui reprend les principes d'un autre jeu mais avec les personnages Zelda. Parce que quand ce jeu est sorti, beaucoup de personnes ont crié au plagiat parce que c'était ils pensaient en fait que ce jeu était une copie du même jeu qui était sorti avec One Piece. Sauf que le contre-argument ça a été que ce jeu One Piece était aussi un plagiat du jeu original qui est Dynasty Warriors. Donc au niveau des personnages, nous retrouvons donc presque tous les personnages de la catégorie Zelda, à savoir Link, Zelda, Impa, Jake, Darunia, la princesse Ruto, Midona, bref, il y en a certains qui manquent à l'appel, mais il y en a quand même un bon paquet. Il y a d'autres personnages qui ont été créés à l'occasion, à savoir Sia, Lana ou encore Volga. Je vous ne dirai pas qui c'est ces personnages pour garder le mystère. Au niveau de l'histoire, eh bien, c'est, comment dirais-je, une histoire un peu basique. Autrement dit, le royaume d'Hyrule est encore attaqué. La princesse d'Hyrule, enfin Zelda, cherche à trouver le héros. Mais aussi on nous raconte une légende comme quoi il y aurait 4 fragments d'âme ayant appartenu à une créature démoniaque. Et que si on réunit ces 4 fragments d'âme, cette créature reviendra. Alors, cette histoire a aussi une autre différence par rapport aux autres. C'est que Link est directement un soldat d'Hyrule. C'est pas une personne tout à fait inconnue au royaume d'Hyrule, non, c'est carrément un soldat. Est-ce que l'on retrouve dans Hyrule Warriors des références aux anciens Zelda ? Il y a quand même pas mal de références aux anciens Zelda, que ce soit au niveau des objets, des armes, des pouvoirs qu'on peut activer. Franchement, il y a des tonnes et des tonnes de références au monde, à l'univers Zelda. Est-ce que Link est au centre de l'histoire et du gameplay, comme dans les autres Zelda ? Alors, oui et non. Ça reste quand même le personnage principal de cette série, mais l'histoire n'est pas focalisée sur lui. Hein. Il y a un moment, par exemple, où on se focalise sur l'histoire de Lana. Je ne dirai pas son histoire, je veux vous garder le secret. Et aussi, pour vous expliquer un peu le gameplay, c'est un beat'em all, c'est-à-dire que vous pouvez faire en fait du 1 contre 100 sans mourir, même beaucoup plus. Vous fightez contre des boss, etc. Utilisez n'importe quel objet Zelda, comme les bombes, le boomerang, l'arc. En fait, c'est simple. Ce que vous allez faire, en fait, c'est que quand vous avez le jeu, en fait, vous avez le mode histoire, le mode libre qui permet de refaire les niveaux, mais comme vous voulez, en fait. Et un mode, en fait, qui vous permet de jouer au type de jeu sur une carte en 2D, la première carte du jeu Zelda. En gros c'est simple en fait, c'est que vous sélectionnez parce que c'est en type de mission en fait, c'est genre vous devez remplir des objectifs tout en fightant les ennemis. Tout ce que vous faites en fait c'est simple, c'est que vous choisissez la mission auquel vous allez la faire, vous sélectionnez la difficulté, vous choisissez le personnage que vous voulez incarner, donc il n'est pas obligé de prendre Link. Même à certaines missions Link est indisponible dans le mode histoire, d'autres c'est obligatoire de l'avoir. À savoir que chaque personnage possède son propre attribut. Par exemple, Darunia, c'est un personnage de type feu et la princesse Ruto, c'est un personnage de type eau. Donc vu que les ennemis ont aussi un type, il faut bien choisir son personnage. De toute façon, le jeu est sympa, il vous a dit quel personnage est le plus fort dans le niveau. Mais rien ne vous empêche de prendre un autre personnage. Et ce que je trouve aussi, c'est que vous avez 1 heure en limite de temps pour réaliser la mission, sans compter les objectifs qui vous font perdre. Donc je trouve ça assez sympa. Y a-t-il un mode multijoueur en local ou est-il exclusivement en solo ? Alors il n'y a pas de multijoueur à proprement parler, c'est-à-dire que vous cherchez une partie sur internet et vous vous battez dans une arène, non. Le jeu est en solo, mais il est possible en fait de faire du multijoueur local, c'est-à-dire que quelqu'un va prendre par exemple le gamepad et va jouer avec vous pendant la mission. Mais sinon il n'y a pas de multijoueur à proprement parler. En ce qui concerne le jeu, je le trouve franchement très sympa.
J'ai peur quand même que le jeu soit assez court si vous essayez de le sécher, mais il est quand même vachement long. Je pense que vous en avez pour une dizaine d'heures minimum. Au niveau de la variété des missions, c'est assez sympa. Ce qui concerne l'histoire aussi, j'ai bien aimé l'histoire. Bon, par contre, la créature qui apparaît quand on réunit les 4 fragments d'âme est un peu cliché à mon goût. Vous avez qu'à jouer au jeu si vous voulez savoir de quoi je parle. Bref, ce jeu est franchement sympa. Je suis juste un peu dégoûté de ne pas avoir de Wii U. Mais je suis assez content parce que a été annoncé récemment sur un site qui parle de Zelda, Hyrule Warriors Legend, qui sortira sur 3DS, console que je possède, le 25 mars 2016. Alors, en gros, ce jeu va tout simplement reprendre le jeu sur Wii, rajouter tout le contenu payant qui était proposé sur la Wii. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir tout gratuitement sur la 3DS. Mais ça va rajouter aussi une campagne The Wind Waker. Parce que ça va rajouter plein de contenu à propos du jeu The Wind Waker, à savoir le Link en version cartoon, Tetra ou encore le roi d'Hyrule. Même d'autres personnages font leur apparition, par exemple Linkle, une fille un peu féminin, et Skullkid. Donc moi personnellement j'ai hâte d'avoir ce jeu. À savoir que la version Wind Waker sera aussi disponible sur Wii U. Eh bien en tout cas merci Steve pour cette chronique, c'était très intéressant. Alors moi je suis pressé qu'il sorte sur 3DS parce que j'ai une 3DS, mais j'ai l'avantage par rapport à Steve d'avoir une Wii U et donc je pourrai acheter le jeu quand je veux. Bon en tout cas etc c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, souvenez-vous on se retrouve toutes les semaines le dimanche à 19h et l'émission est rediffusée le mardi matin à 7h ainsi que le mercredi à 19h. Et en attendant, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, l'émission, etc., sur Twitter, @etc Syntex. Et n'oubliez pas de regarder toutes nos émissions en replay sur YouTube. Donc l'émission, etc. A bientôt tout le monde. Au revoir.